Bienvenue. Dans le monde des affaires, la confiance, c'est un peu la base de tout. Mais qui s'assure que les chiffres qu'une entreprise nous présente sont bien réels et pas juste une belle histoire? On va justement plonger dans les coulisses d'un rôle crucial, celui d'un véritable gardien de l'intégrité financière. Voilà la question fondamentale. Que l'on soit investisseur, salarié ou même banquier, on se base tous sur les états financiers d'une société. Mais qui nous garantit que ce qu'on lit reflète bien la réalité économique? Eh bien la réponse, elle tient dans une fonction légale bien précise, celle d'un gardien de la confiance, le commissaire aux comptes, qu'on appelle souvent le CAC. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un commissaire aux comptes? La loi nous dit que c'est la personne qui va certifier les comptes. Mais le point le plus important à retenir, c'est que sa mission est d'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne travaille pas juste pour les actionnaires. Il travaille pour tout le monde, les employés, les créanciers, les banques, l'État. Il est là pour garantir la transparence pour l'ensemble de l'écosystème. Attention, il y a une confusion très courante qu'il faut absolument éviter. Pensez-y comme ça, l'expert comptable, c'est un peu le médecin traitant de l'entreprise. Il est là au quotidien, il conseille, il aide à la gestion. Le commissaire aux comptes, lui, c'est le spécialiste indépendant qu'on fait venir pour un check-up complet, pour avoir un avis totalement objectif. Ce sont deux casquettes bien distinctes avec des règles et des responsabilités qui n'ont rien à voir. D'accord, mais alors comment devient-on ce fameux gardien des comptes? Comme on peut s'en douter, ce n'est pas une fonction qu'on peut improviser. Elle repose sur des piliers extrêmement solides. Il y a 3 qualités qui sont au cœur de tout. La compétence, bien sûr. Une moralité irréprochable, c'est la base. Mais la vraie pierre angulaire, le principe non négociable qui donne toute sa valeur à sa signature, c'est l'indépendance. Et quand on dit indépendance, ce n'est pas un vain mot, c'est un principe absolu. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucun lien ni familial, ni financier, ni de subordination qui pourrait ne serait-ce qu'influencer son jugement. C'est un véritable pare-feu qui garantit un avis 100% objectif. Pour s'assurer de cette indépendance, la loi est d'ailleurs très claire. L'article 262 du Code des sociétés commerciales dresse une liste d'incompatibilités très stricte. Par exemple, un dirigeant de l'entreprise ou un membre de sa famille ne peut absolument pas être nommé commissaire. Pareil pour quelqu'un qui est déjà payé par la boîte pour une autre mission. L'idée, c'est vraiment d'éliminer le moindre conflit d'intérêts. Côté compétences, la loi est pragmatique. Pour la plupart des sociétés, un membre de la Compagnie des comptables de Tunisie, la CCT, peut tout à fait faire l'affaire. Par contre, pour les entreprises d'une certaine taille, celles qui dépassent des seuils précis, il faut monter d'un cran. La mission doit être confiée à un membre de l'Ordre des experts comptables, l'OECT, ce qui représente le plus haut niveau de qualification. Et justement, ces fameux seuils, les voici. Si une entreprise coche au moins 2 de ces 3 cases, un 1,5 million de dinars de bilan total, des produits qui dépassent les 2 millions ou plus de 30 employés, alors elle doit obligatoirement faire appel à un expert comptable. La logique est simple, plus l'entreprise pèse lourd, plus le niveau d'expertise pour la contrôler doit être élevé. Voyons maintenant comment ce commissaire est officiellement mis en place. Sa nomination, ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est un processus qui engage l'entreprise de manière très sérieuse. La règle générale est assez facile à retenir. Pour les grosses structures, comme les sociétés anonymes, les SA, la nomination d'un CAC est obligatoire, point final. Pour d'autres types d'entreprises très répandues, comme les SARL, ça va dépendre de leur taille. Pour une salle, par exemple, l'obligation se déclenche dès qu'elle remplit 2 des 3 critères qu'on voit ici. Un bilan qui dépasse 100 000 dinars, des produits au-dessus de 300 000 dinars ou un effectif moyen de plus de 10 personnes. On voit bien comment la loi essaye de protéger l'écosystème autour des entreprises dès qu'elles atteignent une certaine dimension. Le processus en lui-même est très encadré. Tout commence par une assemblée générale, où les associés ou actionnaires votent pour nommer un commissaire. Ensuite, ce dernier doit accepter formellement sa mission. Et pour finir, sa nomination doit être publiée au journal officiel de la République tunisienne, le JORT, pour une transparence absolue. Et ce mandat n'est pas éternel. La durée standard, c'est 3 ans. C'est un bon équilibre. C'est assez long pour que le commissaire ait le temps de bien comprendre l'entreprise, mais c'est aussi assez court pour qu'il y ait une réévaluation régulière. Et pour renforcer encore cette idée d'indépendance, la loi va plus loin, en imposant une rotation. Après un certain nombre de mandats à la suite, le commissaire doit changer. C'est une mesure forte pour éviter que la familiarité, la routine, ne viennent altérer l'objectivité du contrôle. Une fois qu'il est nommé, le commissaire aux comptes a des pouvoirs assez étendus, mais qui viennent avec des devoirs tout aussi importants. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Sa mission première, c'est bien sûr de vérifier que les comptes sont réguliers et sincères. Mais son rôle va bien au-delà. Il évalue aussi les procédures internes de l'entreprise. Il met son nez dans les transactions sensibles avec les dirigeants. Et surtout, il a l'obligation de signaler les irrégularités. Et si c'est vraiment grave, il doit même révéler les faits délictueux au procureur de la République. La responsabilité est immense. Ce rôle repose sur une dualité assez fascinante. D'un côté,
Le commissaire a un droit d'investigation quasi absolu. Il peut demander à voir n'importe quel document. De l'autre côté, il est lié par un devoir de secret professionnel tout aussi absolu. Il ne peut rien divulguer de ce qu'il voit, sauf dans le cadre très strict de son rapport et de ses obligations légales. Mais alors, que se passe-t-il quand le commissaire découvre que les règles ont été enfreintes? On arrive maintenant au moment crucial, le verdict. C'est là que tout son travail se concrétise, avec des conséquences qui peuvent être très lourdes. À la fin de son audit, le commissaire aux comptes doit rendre son jugement sur les comptes de l'entreprise. C'est le véritable moment de vérité pour les dirigeants et les actionnaires. Il y a 3 issues possibles, qu'on peut imaginer comme des feux de signalisation. Le meilleur des cas, c'est la certification pure et simple. C'est le feu vert, tout est en ordre, les comptes sont fiables. Ensuite, on a la certification avec réserve. Là, c'est un feu orange, il y a des problèmes et ils ne sont pas assez graves pour tout remettre en cause. Et enfin, le refus de certification, c'est le feu rouge. Soit les problèmes sont trop importants, soit le commissaire n'a simplement pas pu faire son travail correctement. Et le point crucial, c'est le pouvoir de ce rapport. Cet extrait de l'article 275 du Code des sociétés commerciales est sans appel. Si l'Assemblée générale approuve les comptes sans avoir eu le rapport du commissaire, cette décision est tout simplement nulle. Juridiquement, elle n'a jamais existé. Ça montre bien à quel point son avis est central dans la vie d'une entreprise. En fin de compte, le rôle du commissaire aux comptes va bien au-delà de la simple technique comptable. C'est un maillon essentiel de la confiance qui permet à toute l'économie de fonctionner. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Dans un monde où tout repose sur la fiabilité de l'information, quel est le véritable coût, pour nous tous, lorsque cette confiance est rompue ?